Je m'appelle Claude Meunier. J'ai 57 ans et j'ai passé 2 décennies comme enquêteur principal à la division de la fraude d'entreprise à la Banque nationale de Paris. Je sais remonter une piste de documents comme un chien de chasse suit une odeur. Je sais comment les gens cachent l'argent, dissimulent des voyages et camouflent des doubles vies entières au sein de tableaux Excel et de calendriers partagés. J'ai bâti ma carrière là-dessus. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, je m'étais persuadé que cela ne s'appliquait pas à ma propre maison. La semaine précédant mes 57 ans, Nadine a recommencé. C'était de petites piques au début. Une remarque au dîner sur le fait que je ne faisais jamais rien de grandiose. Un commentaire à sa sœur au téléphone, assez fort pour que je l'entende, disant que j'étais le genre d'homme à offrir une carte cadeau Fnac en appelant ça un « cadeau attentionné ». Elle a ri en disant ça. Sa sœur a ri aussi. Je me tenais dans l'encadrement de la porte de la cuisine, j'écoutais, et j'ai hoché la tête en silence. Ce genre de hochement de tête que l'on fait quand on accepte enfin une vérité qu'on connaissait déjà. Le jeudi, elle ne prenait même plus la peine de baisser la voix. 29 ans de mariage, a-t-elle lancé devant son café sans quitter son téléphone des yeux, et tu n'as jamais une seule fois fait quelque chose qui m'ait vraiment impressionné. Je me suis versé une tasse, je me suis assis en face d'elle et je n'ai rien dit. C'était ma réponse. Le silence. Samedi matin, le jour de mon anniversaire. J'étais debout à 5h30. J'ai nourri Barnabé, notre labrador de 9 ans, qui me fixait de ses yeux ambrés comme s'il comprenait la situation mieux que quiconque. J'ai préparé des œufs. J'ai bu mon café debout à la fenêtre de la cuisine, regardant les lumières de la rue s'éteindre dans la grisaille du matin parisien. Nadine est descendue à 7h, déjà prête. Tenue neuve, talons hauts, coiffure impeccable, et un nuage de ce parfum qu'elle ne portait que lorsqu'elle voulait se sentir quelqu'un d'autre. Ne m'attends pas ce soir, a-t-elle dit en enfilant sa veste. Je vais à un week-end entre filles avec Sandrine. Elle n'a pas dit joyeux anniversaire. Elle ne m'a pas regardé. Elle a juste pris ses clés et est sortie. La porte s'est refermée derrière elle comme un point final à une phrase qu'elle écrivait depuis des années. Je suis resté là un moment. Puis je suis allé dans mon bureau, j'ai déverrouillé le tiroir du bas de mon bureau et j'ai sorti un dossier cartonné que je constituais depuis 14 mois. Je l'ai scellé avec du ruban adhésif. J'ai écrit l'adresse à la main. Je suis allé jusqu'à la boîte aux lettres jaunes à l'angle de la rue, je l'ai glissé dedans, et j'ai entendu le bruit sourd de la chute. Je suis rentré, j'ai repris du café et je me suis assis pour attendre. À midi, mon téléphone a vibré. Une notification Instagram. Nadine avait publié. J'ai ouvert l'application. Elle était là, au bord de la piscine de l'hôtel Majestic à Cannes, à des centaines de kilomètres de là, dans une robe d'été blanche que je n'avais jamais vue. À côté d'elle, le bras posé sur son fauteuil comme s'il possédait les meubles, se tenait Damien Perrin, son mari de bureau, directeur des comptes régionaux, de 12 ans mon cadet, plus petit de 15 cm, et apparemment très doué pour les notes de frais. La légende disait, enfin la vie que nous méritons. Emoji lunettes de soleil. Emoji coupe de champagne. Je n'ai pas liké la photo. Je n'ai pas commenté. J'ai posé le téléphone face contre table, j'ai repris ma fourchette et j'ai fini mes œufs. 2 heures plus tard, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai laissé passer sur messagerie. Puis il a sonné de nouveau. Cette fois, j'ai reconnu le préfixe. C'était la ligne fixe des laboratoires Valérie, l'entreprise de Nadine. J'ai décroché. La voix à l'autre bout appartenait à Raymond Hubert, le PDG. Et il n'avait pas l'air d'un homme qui appelait pour me souhaiter un bon anniversaire. Il avait la voix d'un homme qui venait d'ouvrir quelque chose qu'il ne pouvait plus refermer. La voix de Raymond Hubert avait cette qualité particulière que j'avais entendue 100 fois dans ma carrière, celle d'un homme qui réalise soudain que le sol n'est pas là où il pensait qu'il était. Monsieur Meunier, a-t-il dit, je vais être direct. Nous avons reçu un dossier ce matin, un signalement de conformité éthique. C'est adressé à notre vice-président de la déontologie et marqué comme urgent. J'ai été briefé sur le contenu et je dois vous demander sans détour, est-ce vous qui avez compilé et soumis ce document? Je me suis adossé à ma chaise. Barnabé s'était installé à mes pieds, le menton sur ma chaussure, m'observant avec ce calme olympien qu'il avait toujours. C'est moi, ai-je répondu. Un silence pesant a suivi. Puis Raymond a dit, je vois. Il n'était pas en colère.
C'était la partie intéressante. C'était le genre d'homme qui comprenait viscéralement quand il parlait à quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. 30 ans à diriger une entreprise de distribution pharmaceutique vous apprennent à reconnaître la précision. Pouvez-vous me dire, a-t-il demandé prudemment, depuis combien de temps vous rassemblez ces éléments? 14 mois, ai-je dit. Autre pause. C'est minutieux. C'est mon métier, lui ai-je répondu. Il m'a demandé de rester joignable. Je lui ai dit que je n'allais nulle part. Nous avons raccroché. Je suis resté un moment à fixer le mur de la cuisine. Puis j'ai appelé maître Gérard Dussault, mon avocat, et je lui ai laissé un message pour l'informer que le pli avait été reçu. Ce qu'il y avait dans cette enveloppe m'avait pris la majeure partie d'une année à construire. En tant qu'enquêteur senior à la Banque nationale, j'avais passé ma vie à tracer l'argent à travers des systèmes conçus pour l'obscurcir. Transactions fictives, décaissements mal étiquetés, factures pour des services inexistants. Je connaissais chaque astuce. Et quand j'ai commencé à examiner discrètement l'univers professionnel de Nadine il y a 14 mois, j'ai découvert que les ruses qu'elle et Damien Perrin utilisaient n'étaient même pas sophistiquées. Elles étaient paresseuses. Le genre de paresse qui arrive quand on pense que personne ne regarde, sauf que quelqu'un regardait. Le cœur du système était simple. Damien Perrin réorientait les fonds de réception discrétionnaire des clients via une série de lignes budgétaires mal identifiées. Des frais de conférence enregistrés comme des dîners clients, des frais de voyage déclarés comme de la formation du personnel, un week-end spa à Biarritz rebaptisé « Séminaire de revue de territoire ». Et Nadine, en tant que directrice des ventes pharmaceutiques pour tout le Sud-Est, était celle qui autorisait les reclassifications à son niveau. Ce qui aggravait les choses, ce qui transformait une simple affaire disciplinaire en une crise de conformité majeure, c'est que cela n'avait pas commencé avec Damien. J'avais trouvé des traces remontant à 5 ans avec un précédent partenaire régional nommé Thierry Girard, qui avait quitté l'entreprise discrètement après une restructuration. Le schéma était identique. Même ligne budgétaire, même vocabulaire de reclassification. Nadine appliquait ce manuel depuis des années, changeant de complice, affinant la méthode à chaque fois. Damien n'était que la version actuelle. Et puis il y avait Nicolas Grave, l'homme de main de Damien à la comptabilité. Nicolas ajustait discrètement les horodatages des approbations et modifiait les noms des fichiers dans le dossier partagé pour que rien ne soit signalé lors des audits trimestriels. Je l'avais trouvé grâce à une incohérence de métadonnées, un horodatage de modification de fichiers qui ne correspondait pas au journal de soumission, 7 secondes de négligence sur 14 mois de travail par ailleurs soigné. C'est tout ce qu'il a fallu. J'avais inclus le nom de Nicolas et une piste documentaire complète dans le dossier. Section 4, clairement étiquetée. À 15 heures, j'avais reçu 3 autres appels. Le premier provenait de Vincent Archet, le responsable de la conformité chez Valérie, qui voulait vérifier la chaîne de possession de mes fichiers audio. Je l'ai guidé méthodiquement. Il m'a remercié avec la politesse contrôlée d'un homme qui avait une très longue soirée devant lui. Le deuxième appel était celui de maître Dussault. Je l'ai briefé sur la matinée. Il m'a annoncé que les clôtures de comptes financiers avaient été traitées sans problème. J'avais initié la séparation des comptes joints 8 mois auparavant via le protocole standard de restructuration des actifs conjugaux de la banque. Parfaitement légal, et programmé pour se finaliser à cette date précise. Gérard a confirmé que le nom de Nadine avait été retiré comme cotitulaire du compte d'investissement et que la nouvelle structure des bénéficiaires de ma retraite complémentaire était déjà enregistrée. Le troisième appel provenait d'un numéro que je ne connaissais pas. J'ai laissé sonner. Puis un SMS est arrivé. C'était Damien Perrin. Nous devrions parler avant que cela ne dégénère. Je pense qu'il y a un malentendu. J'ai lu le message 2 fois, j'ai posé le téléphone, j'ai ouvert l'application de dictaphone sur ma tablette, j'ai repris le téléphone et je l'ai rappelé. Il a décroché à la deuxième sonnerie, parlant déjà très vite, essayant de paraître raisonnable. Je l'ai laissé parler pendant environ 90 secondes. Il a utilisé le mot « malentendu » 4 fois. Il a insinué que Nadine l'avait poussé. Il a suggéré que les torts étaient partagés. Il a mentionné qu'il avait une famille. J'ai dit « Damien, je vais vous arrêter là. » Il s'est tu. Tout ce que vous venez de dire, lui ai-je dit, est maintenant enregistré et horodaté. Si vous souhaitez faire une déclaration formelle, je vous suggère de le faire par l'intermédiaire de votre avocat. Ne rappelez plus ce numéro. J'ai mis fin à l'appel,
sauvegarder le fichier et les ajouter au dossier sur mon bureau intitulé « Supplémentaire ». Barnabé m'a regardé depuis le sol. « Bon chien », ai-je dit. Il a remué la queue une fois et a reposé sa tête. J'ai reçu l'appel de la division des assurances voyage de l'entreprise le lendemain matin à 8h47. La femme au bout du fil était professionnelle, mesurée, le genre de voix qui appartient à quelqu'un qui passe ses journées à annoncer des mauvaises nouvelles avec une précision clinique. Elle s'est présentée comme enquêtrice du cabinet Callaway Risk Management, la firme qui assurait la police de voyage et de réception de Valérie. Elle m'a dit qu'ils avaient reçu un dossier de divulgation la veille et qu'ils avaient passé la soirée à le comparer à leur base de données de sinistres. Ce qu'ils avaient trouvé, dit-elle, correspondait à 14 demandes de remboursement distinctes au cours des 3 dernières années. Je le savais déjà, mais j'ai écouté quand même, car parfois la chose la plus utile qu'un homme puisse faire est de laisser les autres confirmer ce qu'il sait déjà. Après l'appel, je me suis versé une deuxième tasse de café et j'ai ouvert l'application de géolocalisation sur mon téléphone. L'application était liée à la balise GPS que j'avais placée légalement, s'agissant d'un véhicule en propriété conjointe, sur la voiture de Nadine 7 mois plus tôt. Selon le journal, sa voiture était toujours à l'hôtel Majestic à Cannes. Elle n'était pas partie. Cela me disait soit qu'elle ne savait pas encore, soit qu'elle savait et qu'elle était paralysée. À 10h15, j'ai eu ma réponse. Son premier appel est arrivé à 10h22. J'ai regardé l'écran s'allumer, j'ai laissé passer sur messagerie. Elle a rappelé à 10h28, puis a envoyé un SMS, « Claude, rappelle-moi immédiatement. » Puis, 2 minutes plus tard, les cartes ne fonctionnent pas. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai posé le téléphone face contre terre sur le bureau et je suis allé chercher le courrier. Ce que Nadine découvrait dans ce palace était quelque chose que j'avais orchestré soigneusement sur 8 mois. Notre compte courant joint avait été restructuré selon un protocole de séparation des avoirs. Tout à fait standard, tout à fait légal. Le compte d'investissement joint avait été restructuré de la même manière, mes contributions, qui représentaient 83% du solde total sur la base de mes revenus documentés, ayant été transférées sur un compte séparé à mon nom. Sa part restante se trouvait sur un compte d'attente en attendant la procédure de divorce que j'avais déjà déposée 3 semaines auparavant. Sa carte Platinum, qui passait par le compte joint, était muette. Sa carte de secours, également connectée au crédit joint, était muette. La carte d'entreprise qu'elle utilisait pour les frais de Valérie était, à l'heure qu'il est, presque certainement bloquée par l'équipe de Raymond Hubert. Elle se trouvait dans un hôtel de luxe avec aucune carte fonctionnelle et un homme qui s'apprêtait à affronter sa propre série de problèmes très graves. Elle a appelé 4 fois de plus avant midi, la dernière fois elle a laissé un message vocal. Sa voix était contrôlée, mais à peine. Elle a dit qu'elle avait besoin de me parler, qu'il y avait un énorme malentendu, que quoi que j'ai entendu, elle pouvait l'expliquer. Elle a dit le mot « expliquer » 3 fois. Je n'ai pas rappelé. Ce que j'ai fait à la place, c'est conduire 40 minutes jusqu'au cabinet de Gérard Dussault pour passer 2 heures à revoir la stratégie du dépôt de divorce. Gérard était méthodique et calme, c'est pour cela que je l'avais choisi. Il a confirmé que la séparation financière que j'avais exécutée était inattaquable. Il a aussi soulevé un point que je n'avais pas anticipé. L'avocate de Nadine a pris contact ce matin, a dit Gérard en faisant glisser l'impression d'un email sur le bureau. Maître Brenda Sutton. Elle dépose une requête pour geler vos comptes en attendant l'examen de la répartition équitable. J'ai lu l'email. Sur quelle base? Elle prétend que vous avez agi unilatéralement sans divulgation. J'ai levé les yeux vers lui. J'ai utilisé le protocole standard de restructuration des actifs de la banque. Chaque document a été déposé via les canaux appropriés. Elle avait un accès conjoint à toutes les notifications de compte. Gérard a hoché la tête. Je sais que la requête ne tiendra pas, mais cela nous apprend quelque chose d'intéressant, elle avait déjà un avocat prêt. J'ai dit, engagé il y a 8 mois. Le cabinet de Brenda Sutton a confirmé la date d'engagement quand j'ai appelé pour me présenter, a ajouté Gérard. Je suis resté silencieux un moment. Nadine avait prévu cela aussi, mais pas aussi méticuleusement, ni aussitôt. J'avais déposé la demande il y a 3 semaines. Elle avait engagé une avocate il y a 8 mois et n'en avait rien fait. C'était la différence entre quelqu'un qui a l'intention d'agir et quelqu'un qui agit vraiment. Sur le chemin du retour, mon téléphone a sonné. C'était l'épouse de Damien. J'ai décroché.
Sa voix était basse et tendue. Elle avait vu le post Instagram la veille. Nadine et Damien au bord de la piscine, son bras sur sa chaise, et elle avait passé la nuit à passer ses propres appels. Un ami chez Valérie lui avait confirmé l'enquête interne. Elle avait parlé à son propre avocat le matin même. « Je veux juste que vous sachiez, a-t-elle dit, que je ne suis pas en colère contre vous. Je pense que ce que vous avez fait a demandé un sacré courage. J'ai fait ce qui devait être fait, ai-je répondu. Damien m'a appelé hier soir pour essayer de noyer le poisson, a-t-elle poursuivi. Il a dit que Nadine l'avait poussé, que ce n'était pas ce que l'on croyait. Il m'a dit la même chose. Je lui ai dit que j'avais enregistré cette conversation. Si cela vous est utile, je demanderai à Gérard de l'envoyer à votre avocat. Elle m'a remercié. Nous avons raccroché. J'ai fini la route en silence, pensant à ce genre de femme qui reste droite quand tout s'écroule et à l'homme qui l'avait aidée. J'étais dans le jardin avec Barnabé le mardi matin quand Léa m'a appelé. Ma fille avait 25 ans, elle était analyste de données dans une boîte de logistique à Lyon. C'était le genre de personne qui pensait en système, cause, effet, variable, résultat. Elle avait toujours été plus proche de moi que de sa mère, ce que Nadine avait secrètement détesté pendant des années. Papa, a-t-elle dit, et sa voix avait cette fermeté particulière qui me disait qu'elle avait mûri quelque chose de difficile et qu'elle avait décidé de le dire coûte que coûte. Je dois te dire quelque chose et j'ai besoin que tu ne le prennes pas mal. Je t'écoute, ai-je dit. Je suis au courant pour Damien depuis presque 1 an, a-t-elle avoué. Maman l'a mentionné assez souvent pour que je commence à creuser de mon côté. Je suis analyste de données, papa. Les schémas ne sont pas difficiles à repérer pour moi. Je me suis assis sur les marches du perron. Barnabé a pressé sa tête contre mon genou. Je sais, ai-je dit. Je sais que tu savais. Une pause. Tu savais que je savais? Je l'ai compris il y a environ 4 mois, ai-je expliqué. Ta façon de ne plus poser de questions sur les voyages d'affaires de ta mère. Ta façon de changer de sujet quand le nom de Damien revenait à Noël. Elle est restée silencieuse. Puis, je ne savais pas comment te le dire. Tu n'avais pas à le faire. Tu étais dans une position où personne ne devrait être. Je ne t'en veux pas. Ce que Léa ne savait pas totalement, c'était à quel point elle m'avait déjà aidé sans le réaliser. 7 mois plus tôt, elle était à la maison pour un long week-end et avait passé une soirée à mon bureau pour m'apprendre à utiliser un nouvel outil de visualisation de données pour mon travail. Ce faisant, elle m'avait montré comment croiser de grands ensembles de documents pour trouver des métadonnées identiques. Elle pensait apprendre une nouvelle compétence professionnelle à son père un peu dépassé par la technologie. Ce qu'elle faisait en réalité, c'était me donner la méthode que j'ai utilisée pour identifier Nicolas Grave. Je ne lui avais pas dit. Je n'étais pas sûr que ce soit nécessaire. Mais assis sur ces marches, j'ai décidé qu'elle méritait de savoir qu'elle avait fait partie de quelque chose d'important. Quand je lui ai raconté, elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a laissé échapper un souffle qui était à mi-chemin entre un rire et un soupir de soulagement. Donc je t'ai aidé à monter le dossier, a-t-elle dit. Tu m'as donné la méthode, ai-je répondu. Le reste m'appartient. Est-ce qu'Enzo sait tout ça? Pas encore, ai-je dit. Et ce sera une conversation plus difficile. Ce fut le cas. J'ai appelé Enzo ce soir-là. Mon fils avait 28 ans, il travaillait dans le développement de produits dans une boîte de la tech à Bordeaux, et il avait toujours eu l'instinct de sa mère pour le récit. Il entendait l'histoire qu'il voulait entendre et bâtissait son interprétation autour. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, ce que j'avais documenté et déposé, sa première réaction ne fut pas le choc. Ce fut la suspicion. « Papa, on dirait que tu as planifié ça depuis une éternité, » a-t-il dit. Ce n'est pas vraiment un comportement normal. Ce que ta mère faisait ne l'était pas non plus, ai-je rétorqué. Je ne la défends pas, a-t-il dit rapidement. Je dis juste qu'enregistrer les gens, envoyer des dossiers, restructurer les comptes, c'est beaucoup. Ça l'est, j'en ai convenu. C'est aussi ce que la situation exigeait. Il n'a pas eu grand-chose à ajouter. Nous avons terminé l'appel sur une note tendue. 2 jours plus tard, cela a empiré. Enzo a publié sur Instagram une légende vague mais pointue sur le contrôle et la manipulation, disant que « tout n'est pas ce qu'il semble être ». Ses abonnés étaient surtout des amis et des collègues, mais l'insinuation était claire pour quiconque connaissait le contexte.
J'ai lu le poste une fois, puis j'ai appelé Léa. Je l'ai vu, a-t-elle dit avant que je puisse parler. Laisse couler, ai-je dit. Il finira par comprendre. Il finit toujours par comprendre, a-t-elle ajouté. Il est juste un peu plus lent qu'il ne le pense. Le même après-midi, j'ai reçu un appel de Vincent Archet, le patron de la conformité chez Valérie. L'enquête interne avait été officiellement ouverte. Damien Perrin avait été suspendu en attendant les conclusions. Nicolas Grave avait été mis à pied à titre conservatoire. Et Damien, m'a dit Vincent, avait soumis une déclaration écrite au RH affirmant que Nadine Meunier avait utilisé sa supériorité hiérarchique pour le forcer à accepter ses arrangements financiers et qu'il s'était senti incapable de refuser. J'ai écouté sans interrompre. Quand Vincent a fini, j'ai demandé, est-ce versé au dossier ? C'est une soumission officielle au RH, a confirmé Vincent. Bien. Assurez-vous que ce soit daté et conservé. Ce sera pertinent. Je savais déjà ce que Damien faisait. C'était le plus vieux tour du monde. Quand les murs se referment sur vous, montrez quelqu'un d'autre du doigt et criez à la victime. L'ironie était que sa déclaration, destinée à déplacer la faute, confirmait en fait le cœur de tout ce que j'avais soumis. Il venait d'apposer sa propre signature sur la chronologie des faits. Certains hommes n'apprennent jamais que la dissimulation est toujours pire que le crime. Damien Perrin était manifestement l'un d'entre eux. J'ai travaillé assez longtemps dans l'investigation financière pour savoir qu'une fois qu'un document quitte vos mains, vous n'en avez plus le contrôle. Vous pouvez le viser avec soin, le structurer pour que l'impact soit là où vous le souhaitez, mais les effets en cascade appartiennent au courant, pas à vous. Le jeudi, le courant allait vite. J'ai appris l'existence du forum des employés par Lester Crane. Il m'avait envoyé un SMS à 6h40 du matin disant simplement « Tu devrais regarder ça », suivi d'un lien. Lester avait 45 ans, c'était un ancien coordinateur de compte senior chez Valérie, et l'une des personnes les plus brillantes que j'ai jamais rencontrées. Nadine l'avait poussé vers la sortie 18 mois plus tôt lors d'une restructuration qu'elle avait orchestrée. Ce qu'elle appelait une « réallocation stratégique des talents », Lester l'appelait « se faire raccompagner à la porte parce qu'il avait signalé une irrégularité de frais qu'elle ne voulait pas voir signalée. Nous avions été mis en contact par une connaissance commune 7 mois plus tard. Il m'avait partagé ce qu'il savait. J'avais incorporé ces informations, dûment sourcées, dans la documentation envoyée à Valérie. Le forum vers lequel il renvoyait était un canal de discussion externe, pas une propriété officielle de Valérie, techniquement non affiliée. Le genre de plateforme dont les RH font semblant d'ignorer l'existence et que les employés utilisent pour dire ce qu'ils n'écriraient jamais sur un canal interne. Le sujet principal était ouvert depuis 14 heures. Titre, directrice des ventes, vous vous souvenez du nom. J'ai lu les messages sur mon ordinateur devant mon café. Ce n'était pas tendre. Des captures d'écran des posts Instagram de Nadine, la photo au bord de la piscine, le champagne, la légende sur le fait de le mériter, aux côtés d'extraits imprimés de ce qui semblait être des journaux de frais internes. Quelqu'un d'autre avait creusé de son côté ou avait des accès que j'ignorais. Le fil de discussion comptait plus de 240 réponses. Plusieurs provenaient de personnes que je reconnaissais par leur pseudonyme d'après les descriptions de Lester. Près du bas, un post m'a arrêté. Le nom d'utilisateur était inactif. Pas de photo de profil, pas d'historique de message au-delà de cette unique entrée. Le texte disait, elle m'a dit que je manquais de distinction pour représenter la marque. Certains d'entre nous représentent juste quelque chose de différent. Je savais qui c'était. Thierry Girard, le partenaire régional qui avait quitté Valérie il y a 5 ans quand Nadine avait démantelé son rôle. Il n'avait jamais dit un mot public à ce sujet jusqu'à présent. J'ai envoyé un message à Lester. Girard est sur le forum. Lester a répondu dans les 30 secondes. Je l'ai vu. Il a attendu longtemps. Certains hommes attendent, ai-je tapé. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tort. J'ai fermé l'ordinateur et j'ai appelé Gérard. Je voulais m'assurer que l'activité sur le forum ne compliquait pas notre position juridique. Gérard a confirmé que non. Le fil ne contenait aucun élément de ma soumission et tout ce qui y était posté était un commentaire de tiers indépendants. Nos dossiers étaient propres. Cet après-midi-là, Nadine est enfin rentrée. J'ai entendu la voiture dans l'allée à 14h15. J'étais à mon bureau. Barnabé a levé la tête, a écouté, puis s'est recouché. Je n'ai pas bougé.
Elle est entrée par la porte d'entrée sans frapper, ce qui était encore techniquement son droit puisque le divorce n'était pas finalisé. J'ai entendu le bruit sourd de son sac posé dans l'entrée, le clic délibéré de ses talons sur le carrelage. Puis elle est apparue dans l'encadrement de la porte de mon bureau. Elle semblait calme. Cela avait toujours été sa première défense. Le calme est une armure. Mais j'avais passé 29 ans à apprendre à lire l'écart entre ce que Nadine montrait et ce qu'elle ressentait. Et l'écart, cet après-midi-là, était abyssal. J'aimerais savoir, a-t-elle dit, ce que tu pensais faire exactement. Je me suis adossé à mon fauteuil. J'ai déposé un signalement de conformité auprès de ton employeur. J'ai séparé les conjoints conformément à la loi applicable, et j'ai déposé une demande de divorce il y a 3 semaines. Ton avocate a les documents. Sa mâchoire s'est contractée. Tu n'avais aucun droit d'aller voir mon entreprise. La politique éthique de ton entreprise, ai-je dit, donne à toute personne possédant des preuves documentées de faute financière le droit de soumettre une divulgation formelle. J'ai aidé à rédiger une politique similaire pour un client bancaire il y a 4 ans. Le langage est standard. C'était personnel, a-t-elle insisté. C'était entre nous. Ça a cessé d'être juste entre nous au moment où l'argent de l'entreprise a commencé à payer tes week-ends. Elle a fait un pas dans la pièce. Damien a dit au RH que je l'avais forcé. Ça va se retourner contre toi. La déclaration de Damien corrobore ma chronologie, ai-je répliqué. Quoi qu'il ait eu l'intention de faire, c'est ce que ça fait. Elle m'a fixé pendant un long moment. Quelque chose a traversé son expression. Pas du remords exactement, plutôt le genre de recalcul qui se produit quand un plan échoue et que l'on essaie d'en construire un nouveau en temps réel. Claude, a-t-elle dit, et sa voix a baissé d'un ton. Nous avons été ensemble 30 ans. 29, ai-je corrigé. Et oui, je le sais. Elle est repartie 20 minutes plus tard. Elle n'a rien emporté. Elle n'a pas dit au revoir à Barnabé. La porte s'est refermée derrière elle de la même manière que le matin de mon anniversaire, sauf que cette fois, c'était un autre type de fin, une fin plus propre. 3 semaines avant mon anniversaire, j'étais monté sur une estrade dans une salle de conférence d'un hôtel à Lyon pour donner une présentation de 40 minutes devant une association de professionnels de la conformité sur le thème de l'intégrité de la documentation dans les enquêtes internes. Je n'avais pas mentionné Nadine. Je n'avais pas mentionné Valérie. Je n'avais mentionné aucun des 14 mois de travail se trouvant dans un dossier sur mon bureau. J'avais parlé en termes généraux de méthodologie, de l'importance des chaînes de métadonnées propres, du fait que la plupart des cas de fraude d'entreprise échouent non pas parce que la fraude était sophistiquée, mais parce que la réponse ne l'était pas. Environ 60 personnes étaient dans la salle. 12 d'entre elles, je l'apprendrai plus tard, travaillaient dans des secteurs proches de la vente pharmaceutique. 3 connaissaient des gens chez Valérie. J'ai découvert l'effet papillon par une source inattendue. Lester m'a transféré un message LinkedIn qu'il avait reçu d'une femme nommée Patricia Odom, responsable de la conformité chez un distributeur concurrent, qui avait assisté à ma présentation et reconnu mon nom quand il était apparu en lien avec l'enquête Valérie. Patricia a dit à Lester que ma conférence avait incité son équipe à lancer un audit interne de leur propre compte discrétionnaire. Ils ont trouvé des irrégularités. Je n'en étais pas responsable. Je n'en étais pas non plus surpris. L'effet le plus immédiat de la conférence fut plus proche de chez moi. Vincent Archer avait apparemment mentionné à Raymond Hubert que le dossier reçu présentait des similitudes structurelles avec un cadre présenté lors de la conférence de Lyon. Raymond avait récupéré les notes de la présentation et les avait lues. Il m'a appelé le jeudi après-midi. Je dois vous demander, a dit Raymond, avez-vous conçu cette présentation en sachant ce qui allait arriver? Je l'ai conçue parce qu'elle était exacte, ai-je répondu. Le timing m'appartenait. Une pause. Vous savez, a-t-il dit, je suis dans ce secteur depuis bien avant que votre femme ne rejoigne l'entreprise. J'ai traité des problèmes de conformité de toutes sortes. Ce que je n'ai jamais vu auparavant, c'est quelqu'un d'aussi préparé. Avec tout le respect que je vous dois, ai-je dit, vous l'avez probablement déjà vu. Vous ne le saviez juste pas à l'époque. Il est resté silencieux un moment. Puis, nous allons devoir restructurer le poste de direction des ventes. Le cadre éthique et de conformité qui l'entoure va nécessiter un travail important. Votre nom a été évoqué en interne comme quelqu'un qui pourrait nous conseiller sur ce processus. Je n'ai pas répondu immédiatement,
non pas parce que j'étais surpris, j'avais pensé que c'était possible, mais parce que je voulais y réfléchir clairement avant de dire oui. Laissez-moi en parler à mon avocat, ai-je dit. Et je voudrais une définition écrite complète de la mission avant que toute conversation n'aille plus loin. Bien sûr, a accepté Raymond. Après avoir raccroché, je me suis assis à mon bureau un moment, retournant l'idée dans ma tête. Barnabé dormait sous la fenêtre, une oreille frémissant dans un rêve. Dehors, la rue était calme. La boîte aux lettres au bout de l'allée était vide. 3 semaines plus tôt, j'y avais glissé une enveloppe comme on jette une allumette sur du petit bois sec. Maintenant, le feu s'était propagé plus loin que prévu, et au lieu de me consumer, il avait d'une certaine manière nettoyé le terrain pour quelque chose de nouveau. Je n'étais pas sentimental à ce sujet. Je ne suis pas ce genre d'homme. Mais je l'ai noté comme on note toute donnée qui ne correspond pas au modèle d'origine, avec soin, et en comprenant que cela pourrait avoir son importance plus tard. Ce soir-là, Léa m'a appelé pour me dire qu'Enzo avait supprimé son post Instagram. Il ne m'avait pas encore appelé, mais le post avait disparu. Il a regardé les documents, m'a dit Léa. Je lui ai envoyé les sections sur le financement de sa start-up. Je ne savais pas qu'elle avait fait ça. Comment a-t-il réagi? Comme quelqu'un qui vient de réaliser que les fondations du bâtiment où il se trouve ne sont pas ce qu'il pensait. C'est une image très précise, ai-je dit. Je suis analyste de données, a-t-elle rappelé. La précision est mon métier. Maître Dussault m'a appelé un vendredi matin avec l'enthousiasme mesuré que les avocats s'autorisent quand les choses se passent mieux que prévu. La requête pour geler vos comptes a été rejetée, a-t-il annoncé. Le juge a tranché ce matin. Brenda Sutton a déposé un argument supplémentaire clamant une faute procédurale dans la restructuration des actifs. Le juge a trouvé que cela n'avait aucun fondement. Votre documentation a tenu. J'étais devant le plan de travail de la cuisine en train de préparer des tartines. Barnabé me surveillait depuis son coin près de la porte arrière avec l'attention particulière qu'il réservait au matin où de la nourriture était en jeu. Quelle est la prochaine étape de Sutton? Ai-je demandé. Elle va pousser pour un examen de la répartition équitable, a dit Gérard. C'est le jeu classique. Elle va arguer que la séparation du compte d'investissement était disproportionnée. Nous avons les preuves de revenus pour contrer cela, mais elle va faire durer les choses. C'est parfait, ai-je dit. Nous avons le temps. Ce que nous avions aussi, depuis ce même matin, était quelque chose que je n'avais pas anticipé, un cadeau de la propre négligence de Nadine. 3 mois avant que tout cela ne devienne public, j'utilisais l'ordinateur portable familial partagé pour imprimer un document fiscal quand j'ai remarqué un PDF laissé ouvert dans le dossier des téléchargements. Le nom du fichier était anodin, note de planification Rêve 3. Mais quelque chose m'a fait tiquer. Je l'ai ouvert. C'était un document de 40 pages préparé par un avocat spécialisé en planification financière, pas Brenda Sutton, un autre cabinet. Le document s'intitulait « Stratégie de disposition des actifs, planification pré-divorce ». Il datait d'il y a 11 mois. Le nom de Nadine figurait sur la page de garde en tant que cliente. Je l'avais lu attentivement. Puis j'avais photographié chaque page avec mon téléphone, transféré les images dans un dossier sécurisé et remis l'ordinateur exactement là où je l'avais trouvé. Le document décrivait une stratégie pour minimiser ma part du patrimoine conjugal. Il incluait des propositions pour reclasser certains actifs acquis conjointement comme biens propres de Nadine, utilisant une attribution créative de ses contributions professionnelles pour gonfler sa prétention sur le compte d'investissement, et plus pertinent encore. Transférer une partie de la propriété partagée de notre maison de vacances en Normandie au nom d'Enzo avant le dépôt de la demande, le retirant ainsi du patrimoine conjugal. Elle n'avait pas encore exécuté ce dernier point, mais elle en avait l'intention. Et maintenant, c'était dans mon dossier, daté et photographié, prêt à être introduit au moment où Brenda Sutton commencerait à parler de conduite équitable. J'en ai parlé à Gérard lors de l'appel. Il y a eu un bref silence. Tu as ça depuis 3 mois? A-t-il demandé. Je voulais voir si elle irait jusqu'au bout du transfert, ai-je répondu. Elle n'est pas allée assez vite. Un autre silence. Claude, y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Probablement. Je vous enverrai l'inventaire complet cet après-midi. Il a ri, un rire court et sec. Le rire d'un homme à la fois exaspéré et impressionné. S'il te plaît, fais-le.
La propriété en Normandie est revenue sur le tapis 2 jours plus tard, dans un autre contexte. Nadine avait appelé Enzo pendant le week-end, et quoi qu'elle lui ait dit, cela incluait manifestement une version de la planification pré-divorce qui présentait le transfert de la maison comme quelque chose qu'elle faisait pour les enfants, un cadeau, un héritage, un geste maternel. Enzo m'a appelé le dimanche soir, prudent mais curieux. Elle a dit que la maison allait être partagée entre Léa et moi. Elle a dit qu'elle y travaillait depuis un moment. Elle y travaillait, en effet, ai-je confirmé. J'ai un document de planification. C'était une stratégie juridique pour retirer la propriété du patrimoine avant le divorce. Ton nom allait être sur l'acte. Tu aurais été le participant involontaire d'un montage de dissimulation d'actifs. Silence. L'intention, ai-je poursuivi, était de faire passer ça pour un cadeau tout en l'utilisant pour réduire ce que je recevrais. Si c'était passé, tu aurais pu faire face à des complications juridiques en tant que participé. Un autre long silence. Elle ne m'a rien dit de tout ça, a murmuré Enzo. Non, elle ne l'aurait pas fait. Le lundi, Enzo avait appelé Léa. Le mardi, Léa m'avait appelé pour me dire qu'Enzo voulait voir toute la documentation. Je lui ai dit de lui donner mon numéro et de le laisser venir à moi selon ses propres termes. Il a appelé le mercredi matin. Nous avons parlé pendant 1 heure. À la fin, il m'a posé une seule question, a-t-elle jamais vraiment prévu de la partager équitablement avec Léa et moi, ou n'étais-je qu'un nom sur un formulaire? D'après le document, ai-je répondu, tu n'étais qu'un nom sur un formulaire. Il n'a rien dit pendant un moment. Puis, d'accord, je comprends. Ce fut sa dernière parole sur le sujet. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas une déclaration. C'était juste un homme arrivant à une conclusion après avoir examiné les faits, ce qui était tout ce que je lui avais demandé de faire. La réunion au RH était prévue pour un jeudi à 10 h au siège régional de Valérie, dans un bâtiment de verre et d'acier près du périphérique qui m'avait toujours semblé trop s'efforcer de signaler sa propre importance. Je n'étais pas invité. C'est moi qui avais soumis la documentation. Mon rôle était terminé, mais Gérard avait fait en sorte que je sois disponible par téléphone si des clarifications étaient nécessaires sur des sections spécifiques du dossier, et Vincent Archer avait confirmé la veille que l'enquête avait atteint le stade des entretiens disciplinaires formels. Nadine est entrée dans ce bâtiment à 9h58. Selon le registre de sécurité que Vincent m'a partagé plus tard, elle marchait comme elle l'avait toujours fait dans les espaces professionnels, les épaules en arrière, le menton haut, l'image d'une femme qui était à sa place et qui le savait. Quoi qu'elle ressente sous cette façade, elle avait appris il y a des décennies à ne pas le laisser paraître. La salle réunissait Raymond Hubert, Vincent Archer, une femme nommée Patricia de l'équipe juridique et un directeur des RH nommé Karl. Aucun visage familier, personne qui lui devait une faveur, personne qui avait été charmé par elle lors d'un dîner client ou d'un cocktail de conférence. Ce qui a suivi, comme Karl l'a résumé plus tard à Vincent, qui me l'a rapporté, fut une réunion qui a duré 1h17. Nadine a commencé par affirmer que l'enquête était irrégulière sur le plan procédural et que la documentation avait été compilée par une violation de sa vie privée professionnelle. Raymond a répondu en posant sur la table, devant elle, le formulaire de divulgation éthique signé, celui qu'elle avait personnellement paraphé en rejoignant l'entreprise. Il incluait une clause autorisant explicitement la soumission de preuves par un tiers par toute personne ayant un intérêt légitime. Elle a changé de tactique. Elle a soutenu que Damien avait agi de manière indépendante et qu'elle n'était pas au courant de l'ampleur des reclassifications financières. Patricia, du service juridique, a alors posé sur la table une transcription imprimée de l'un des enregistrements audio. La voix de Nadine, claire comme le jour, riant à propos d'un reçu et nommant le dossier où les fichiers avaient été déplacés. Elle a demandé qui avait fourni l'audio. Karl lui a répondu qu'il avait été soumis dans le cadre d'un dossier de divulgation formelle déposé par un tiers indépendant avec une légitimité documentée. Elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit « Mon mari ». Karl n'a rien dit. Il n'a jamais été employé par cette entreprise, a-t-elle insisté. Il n'a aucune légitimité pour soumettre quoi que ce soit. Patricia a repris la parole, la politique éthique définit la légitimité comme toute personne en possession de preuves primaires obtenues par des moyens légaux. Votre mari détenait un accès conjoint à plusieurs comptes et plateformes pertinents. Sa légitimité a été examinée et confirmée avant l'ouverture de l'enquête. La discussion sur la déclaration de Damien est venue ensuite. Raymond a lu la section pertinente à haute voix.
Damien affirmait que Nadine avait dirigé les arrangements financiers sous une pression professionnelle insupportable. La réponse de Nadine fut immédiate et cinglante. Elle a parlé de fabrication. Elle a utilisé le mot « désespéré ». Elle a souligné que Damien avait tout intérêt à rejeter la faute sur elle. Raymond a hoché la tête lentement. « C'est peut-être vrai », a-t-il dit. Mais sa déclaration et votre dossier décrivent la même séquence d'événements dans le même ordre. L'un de vous ment sur l'origine de l'influence. Aucun de vous ne nie les événements eux-mêmes. Elle n'a pas eu de réponse. À 11h15, Karl a posé une lettre de licenciement sur la table devant elle. Effet immédiat, motif, faute grave pour violation documentée de la politique d'éthique financière de l'entreprise, détournement de fonds discrétionnaires et manquement à l'obligation de divulgation d'une relation personnelle entre cadres supérieurs. Elle l'a lu sans la toucher. Puis elle a regardé Raymond et a dit « Vous allez vraiment faire ça ?» Raymond a répondu « C'est déjà fait ». Elle s'est levée, a pris son sac, a marché jusqu'à la porte, puis s'est arrêtée, la main sur le cadre, et s'est retournée. Quoi qu'elle ait eu l'intention de dire, elle a manifestement changé d'avis. Elle est partie sans un mot. Gérard m'a appelé 20 minutes plus tard. « C'est fini », a-t-il dit. Licenciement pour faute grave. Pas d'indemnité de départ. L'équipe juridique de Valérie a confirmé. J'étais assis sur la terrasse arrière. Barnabé était étendu dans la faible lumière d'octobre à côté de moi. Bien, ai-je dit. Il y a une autre chose, a ajouté Gérard. Vincent Archer a appelé séparément. Raymond veut avancer sur la mission de conseil. Il aimerait une réunion la semaine prochaine. J'ai regardé le jardin. L'érable dans le coin était devenu rouge vif. Les feuilles tombaient à intervalles lents et tranquilles. La façon dont les choses tombent quand le moment est venu. Organise ça, ai-je dit. Enzo m'a appelé un mardi soir, 9 jours après la réunion au RH, et sa voix avait cette qualité particulière que je n'avais pas entendue depuis qu'il était un adolescent qui venait de casser quelque chose et cherchait comment le dire. Papa, a-t-il commencé, je dois te parler du financement de la start-up. J'attendais cet appel, non pas avec appréhension, mais avec la préparation patiente de quelqu'un qui sait qu'une conversation arrive et décide de ne pas la précipiter. Je t'écoute, ai-je dit. Il avait creusé de son côté, ce à quoi je m'attendais. Enzo avait toujours été le genre de personne qui avait besoin de vérifier les choses par lui-même avant de pouvoir les accepter, une qualité que je respectais, même quand elle compliquait ma vie. Ce qu'il avait trouvé après avoir épluché 3 ans de registre financier de sa boîte avec l'aide d'un ami comptable était exactement ce que je lui avais montré dans la documentation. 3 transferts distincts totalisant 61 000 € étaient passés d'un compte discrétionnaire de Valérie vers une entité de conseil qui avait, à son tour, effectué des paiements de conseil stratégiques au fonds d'investissement technologique où la start-up d'Enzo avait ses fonds d'amorçage. L'argent était passé par 2 couches avant de toucher quoi que ce soit portant son nom. Propre en surface. Traçable si on savait où chercher. Je ne savais pas, a dit Enzo. Je sais que tu ne savais pas. Mais j'en ai bénéficié. Oui. C'est la partie qui compte juridiquement. Une longue pause. Qu'est-ce que je dois faire? Parle à Gérard. Il est déjà au courant. La résolution propre est un remboursement volontaire des fonds avec une reconnaissance documentée que tu les as reçus sans connaître leur source. Cela te place comme partie coopérante plutôt que comme sujet visé. Gérard peut t'aider pour la paperasse. Est-ce que ça va affecter l'entreprise? A-t-il demandé. Sa boîte était la seule chose réelle qu'il avait bâtie et je pouvais entendre à sa voix à quel point c'était important pour lui. Si tu agis vite et coopères pleinement, non, ai-je assuré. Le problème est la source, pas le destinataire. Tu es en aval du problème. Ce n'est pas la même chose que d'être le problème. Il est resté silencieux un moment. Puis, j'ai publié ce truc sur Instagram à propos du contrôle et de la manipulation. Je sais. Je n'avais pas toute l'histoire, a-t-il admis. Non, tu ne l'avais pas. J'aurais dû t'appeler avant de publier quoi que ce soit. Oui, ai-je dit simplement. Tu aurais dû. Je n'ai pas adouci mes propos. Il n'avait pas besoin que je les adoucisse. Ce dont il avait besoin, c'était que je sois honnête avec lui, ce que j'avais toujours essayé d'être. Il a appelé Gérard le lendemain matin. Le vendredi,
La documentation de restitution volontaire était rédigée. Enzo l'a signée, a rendu les fonds par les canaux appropriés et a reçu un accusé de réception de l'équipe juridique de Valérie confirmant son statut de tiers non coupable. L'affaire était close pour lui. Le lendemain de la signature, il a fait la route depuis Bordeaux pour passer un long week-end avec moi. Il n'a pas dit grand-chose en arrivant. Il a juste posé son sac dans la chambre d'amis, est descendu et m'a aidé à empiler du bois de chauffage sur la terrasse pendant 2 heures sans que je lui demande rien. Barnabé a immédiatement approuvé la visite et a refusé de quitter le côté d'Enzo pendant tout le week-end. Le samedi soir, nous étions assis sur la terrasse avec 2 tasses de café, regardant la lumière décliner dans le jardin. L'érable avait perdu presque toutes ses feuilles. Le jardin était recouvert d'un tapis rouge et or et aucun de nous n'était pressé de parler. Finalement, Enzo a rompu le silence, elle allait mettre mon nom sur cet acte sans jamais me dire ce que cela signifiait. C'est ce que montre le document, ai-je confirmé. Il a tourné sa tasse entre ses mains. Tu savais pour le financement de la start-up quand j'ai publié ce truc. Tu n'as rien dit. Je voulais que tu y arrives par toi-même, ai-je dit. Il a hoché la tête lentement. C'est une façon patiente de faire les choses. C'est la seule que je connaisse. Il est resté jusqu'au lundi. Quand il est parti, il m'a serré la main fermement à la porte, de la façon dont les hommes le font quand ils le pensent, et a dit « Je suis désolé que ça m'ait pris autant de temps, papa. » Tu y es arrivé, ai-je répondu. C'est ce qui compte. Le divorce a été finalisé un mercredi fin novembre, 4 mois et 11 jours après que j'ai déposé cette enveloppe dans la boîte aux lettres le matin de mon anniversaire. Gérard et moi étions assis d'un côté d'une longue table de conférence. Brenda Sutton et Nadine étaient de l'autre côté. La médiatrice était une juge à la retraite nommée Patricia Callahan, qui avait ce calme propre à ceux qui ont vu toutes les variétés de conflits humains et qui n'en sont plus impressionnés. Nadine semblait sereine. Je lui accorde ça. Même maintenant, elle se tenait droite, les mains croisées, une femme qui avait bâti toute son identité professionnelle sur l'image et n'allait pas l'abandonner dans une salle de médiation. Mais les chiffres sur la table ne se souciaient pas de l'image. Le compte d'investissement avait été séparé selon les lignes de contribution documentées, 83% pour moi, 17% pour elle, sur la base des relevés bancaires remontant à l'ouverture du compte. Brenda avait lutté. La juge avait examiné la documentation et l'avait jugée appropriée. La maison en Normandie, celle que Nadine avait prévu de transférer au nom d'Enzo, a été déterminée comme un actif conjugal acquis conjointement, à partager à parts égales. Ma moitié a été cédée à Enzo et Léa par une donation que j'ai initiée immédiatement après la finalisation. La moitié de Nadine a été placée dans une structure d'attente. Son avocate avait déjà indiqué qu'elle avait l'intention de vendre. Le document de planification pré-divorce, le mémo stratégique de 43 pages de l'autre avocat de Nadine, avait été introduit pendant la médiation comme preuve d'intention de dissimulation. La juge l'avait consigné au dossier. Brenda s'y était opposée avec véhémence. L'objection fut notée et rejetée. L'indemnité de licenciement de Nadine chez Valérie avait été annulée sous la clause de faute éthique, qu'elle avait signée en arrivant. Ses options d'achat d'actions, 3 ans d'actions acquises, avaient été annulées sous la même clause. Sa déclaration fiscale des 2 années précédentes était en cours d'examen car 4 des dépenses d'entreprise reclassifiées étaient passées par des structures intersectant avec ses déclarations de revenus personnels. Son comptable s'en occupait, sans doute pas avec joie. Une fois la finalisation terminée, Nadine s'est levée, a pris son sac et m'a regardé à travers la table pendant un long moment. « Tu as planifié ça depuis très longtemps » a-t-elle dit. « Tu m'as donné très longtemps pour le faire » ai-je répondu. Elle est partie sans répliquer. Sur le chemin du retour, j'ai appelé Léa. Elle a répondu à la 2e sonnerie. « C'est fait » ai-je annoncé. « C'est bien » a-t-elle dit. Puis, après un silence, « Comment tu te sens ?» J'y ai réfléchi honnêtement. Dehors, par la fenêtre de la voiture, l'autoroute filait droite et grise à travers les arbres nus de novembre. Le ciel était bas et blanc, ce genre de ciel qui promet de la neige avant le soir. Comme un homme qui a fait ce qui devait être fait, ai-je dit, et qui est prêt pour la suite. 3 mois plus tard, j'ai accepté une mission de conseil formel avec les laboratoires Valérie en tant que conseiller en architecture de conformité. Le périmètre était étroit et entièrement transparent. Je n'avais aucune autorité opérationnelle, aucun accès au dossier du personnel et aucune implication dans les procédures encore liées à Nadine.
Ce que j'avais, c'était un mandat pour réviser leur cadre de surveillance des fonds discrétionnaires et recommander des changements structurels qui empêcheraient les mêmes vulnérabilités d'être exploitées à nouveau. J'y ai passé 4 mois. Le rapport final comptait 91 pages. Raymond Hubert l'a qualifié de document le plus utile que son équipe de conformité ait jamais reçu et m'a demandé si j'envisagerais une seconde mission sur leur protocole d'éthique des fournisseurs. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. J'y réfléchissais déjà. Gérard m'a appelé la semaine suivante avec une dernière nouvelle. Brenda Sutton avait soumis une ultime demande au nom de Nadine, demandant si je serais prêt à renoncer au signalement fiscal en échange d'une signature transactionnelle propre sur un dernier point de propriété. J'ai demandé à Gérard ce qu'il recommandait. Le signalement a été fait par l'équipe juridique de Valérie, m'a-t-il rappelé. Ce n'est pas à toi d'y renoncer. C'est ce que je pensais. Dis-lui que nous ne pouvons rien faire. Barnabé dormait sous mon bureau quand j'ai raccroché. Léa venait pour Noël. Enzo avait appelé 2 fois cette semaine juste pour prendre des nouvelles, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Dehors, la première vraie neige de décembre tombait, douce et régulière, recouvrant le jardin, l'allée et la boîte aux lettres au bout du chemin. Cette boîte aux lettres. Je l'ai regardée un long moment à travers la fenêtre. Il y a quelques mois, j'y avais glissé une enveloppe comme on rend un verdict. Maintenant, elle se tenait là, ordinaire et tranquille, faisant ce pourquoi elle avait été construite. Certaines choses n'ont pas besoin de monuments. Elles ont juste besoin d'être faites.